Faucon d'hiver, il faut qu'on parle. Tu pensais que tu t'en sortirais comme ça? Pas cette fois. Dans l'univers de The Boys, les gens ne s'améliorent presque jamais. C'est plutôt le contraire. Par exemple, QI, qui a commencé comme un gars tout à fait ordinaire, devient peu à peu accro à la sensation de puissance. Fais-moi une injection, s'il te plaît. Ou Butcher, peu importe combien il fait semblant d'être un combattant pour la justice, C'est un putain de super, comme tous les autres. il devient de plus en plus comme ceux contre qui il se bat. Toujours putain de prêt à aider. Et dans ce contexte, A-Train fait figure d'exception. Le gars qui, littéralement, dans le tout premier épisode, a écrasé la copine de Huey sur l'asphalte. Faut courir. Plus tard, il est presque le seul dans toute la série à passer réellement du côté opposé. Toi, oui, tu n'es rien. C'est pourquoi une question intéressante se pose. Comment se fait-il que l'un des personnages clairement négatifs, qui incarne dès le début toute la machine corporative inhumaine de Vought, soit finalement devenu celui pour qui beaucoup d'entre nous ressentent une véritable empathie et prennent parti? Voyons pourquoi A-Train a commencé à changer. S'agit-il vraiment d'une histoire de rédemption? Et est-il vrai que ce personnage a eu des modèles réels? Si l'on ne creuse pas le sujet, la série The Boys peut d'abord sembler n'être qu'un autre show de super-héros sans grandes ambitions, si ce n'est pour son humour noir et sa violence. Mais cette impression est trompeuse. En réalité, la série regorge de satire, de références et de commentaires sur de nombreux phénomènes socio-culturels. À première vue, A-Train n'était qu'une parodie de Flash, et cela a effectivement du sens. Les sets est en général construite comme un reflet déformé de la Ligue des Justiciers, et A-Train dans ce schéma occupe évidemment la place du Flash local. Les deux personnages sont les plus rapides de leur univers. Tous deux font partie de la principale super-équipe, et leur image s'est construite autour de le même vieux fantasme enfantin sur la vitesse surhumaine, capable de prévenir n'importe quelle catastrophe avant même qu'elle ne se produise. Mais The Boys ne seraient pas The Boys s'ils n'avaient pas totalement renversé cette image. Si, chez Flash, la vitesse est généralement associée au miracle, à l'héroïsme et au noble sauvetage, chez A-Train, dès le tout premier épisode, elle est présentée comme une force à cause de laquelle un passant peut littéralement être écrasé sur l'asphalte, simplement par négligence. Cet incident déclenche en fait le conflit principal de The Boys. Mais en réalité, Hughie ne se heurte pas tant à un seul super irresponsable qu'à la machine corporative de Vought, un système où une tragédie humaine peut être instantanément transformée en formalité juridique, où l'on glisse une compensation et où l'on vous propose de vous taire. Est-ce qu'A-Train regrette ce qui s'est passé? À ce stade, il semble que non, pas vraiment. Il est important ici de comprendre dans quelle logique il évolue. Dans l'univers de The Boys, les super-pouvoirs ne sont pas un don rare réservé à quelques-uns, mais font partie d'un marché concurrentiel. De nombreux super-héros se livrent une concurrence féroce pour intégrer l'élite. Et les 7, ce n'est pas seulement un statut de héros, c'est le sommet de toute cette hiérarchie. La gloire, l'argent, la publicité, une vie luxueuse, des privilèges et une quasi-immunité face aux conséquences, parce que la société nettoiera tout et étouffera toutes les affaires. Et nous proposons 45 000 pour le préjudice moral. Ainsi, au début de la série, A-Train ressent surtout de la peur, pas de la culpabilité. La peur d'être exclu de ce système, de ne plus être nécessaire, de perdre son statut d'homme le plus rapide. C'est précisément pour cela qu'il s'accroche au composé V, qui dans son cas agit comme un stimulant et un amplificateur de ses capacités. Et on peut immédiatement supposer que cette intrigue concerne avant tout la dépendance. J'ai déjà arrêté. Non, je suis vraiment clean, putain, complètement. Mais comme une scène le montre, ce n'est pas le problème. Dis-moi, qu'est-ce qui est mieux? La défonce ou être le plus rapide du monde avec lui? Pour A-Train, ce qui compte le plus, c'est de sentir qu'il reste le meilleur. Et rien que pour cette raison, le réduire à une simple parodie de Flash serait une simplification bien trop grande. Ce personnage a bien plus de profondeur que ça. Comme l'a dit le créateur de la série, Eric Ripke, l'inspiration pour ce personnage ne venait pas seulement des comics, mais aussi de personnes bien réelles. Vous vous souvenez de la scène où A-Train mentionne Ben Johnson et de la réplique sur les courses contre des chevaux?
Je vais devenir la risée de tous, comme Ben Johnson à courir contre des chevaux. Ce n'est pas juste une blague au hasard, c'est un détail important qui aide à comprendre qu'A-Train n'est pas seulement une déconstruction de l'archétype du super-héros. Ben Johnson est l'un des coureurs les plus célèbres des années 80 et un homme considéré comme l'une des personnes les plus rapides de la planète. Un homme noir d'origine jamaïcaine qui a déménagé de la chaude Jamaïque vers le froid Canada à l'adolescence. Et il a très vite compris que le froid là-bas ne se limitait pas seulement au climat. À un moment donné, il a même supplié ses parents de repartir. Mais c'est précisément dans cet environnement hostile que Johnson a révélé de façon inattendue son principal talent, la vitesse. Le sport est devenu pour lui une chance de s'en sortir. Il rejoint l'entraîneur Charlie Francis et sa carrière prend rapidement son envol. Très vite, Johnson devient la star du sprint canadien et se retrouve face au plus grand défi de sa vie, le duel avec Carl Lewis. Leur rivalité était bien plus qu'une simple compétition entre deux coureurs. C'était une guerre pour le titre de l'homme le plus rapide de la planète. En 1987, Johnson a établi un record du monde sur 100 mètres, 9 secondes et 83 centièmes, et le Canada est littéralement devenu fou de lui. Il est devenu un héros national, a obtenu d'importants contrats publicitaires et est finalement sorti de la pauvreté. Et puis était venu Séoul. Il semblait que c'était un moment de triomphe absolu. Johnson remporte la finale olympique, décroche l'or, établit un nouveau record du monde et s'empare définitivement du titre de l'homme le plus rapide de la planète. Et c'est Ben Johnson qui commence. C'est Ben Johnson. Ben Johnson le fait encore une fois. Mais il ne s'écoule que quelques jours, et tout s'effondre. Johnson est privé de la médaille d'or et la récompense est remise à Carl Lewis, à cause d'un test antidopage positif. En un instant, le champion que l'on portait encore en triomphe hier devient le symbole de l'une des chutes les plus retentissantes de l'histoire du sport. Comme vous le voyez, le nom de Ben Johnson apparaît dans Les Garçons intentionnellement. Il y a vraiment beaucoup de parallèles ici. L'image de l'homme le plus rapide de la planète. Je suis une fusée. L'homme le plus rapide sur Terre, putain. Le sujet du dopage. Ton médicament B te tue. Hé, ne le dis pas à voix haute. La silhouette de l'entraîneur. C'est moi, l'entraîneur Bring. Et même la rivalité avec Shockwave, que l'on peut tout à fait interpréter comme une référence au duel entre Lewis et Johnson. En avant, nouveau record du monde. Et qu'en est-il de la blague sur la course avec les chevaux ? Je vais devenir la risée de tous, comme Dan Johnson. Je vais courir contre des chevaux. Aussi triste que ce soit pour Johnson, ce n'était pas une blague. Après les scandales de dopage, il a été banni à vie. Après cela, on l'a de plus en plus souvent invité à diverses émissions de talk-show où il divertissait le public de manière assez humiliante. Par exemple, il faisait la course contre des chevaux. Un jour, il a même couru contre des tortues. Cela allait parfois jusqu'à l'absurde. Une fois, il a été hypnotisé et on lui a fait croire qu'il avait oublié comment courir, puis on l'a amené sur la piste où il était réellement incapable de bouger. En fait, c'était presque des spectacles de monstres, mais ils étaient bien payés et il avait besoin d'argent parce que ses anciens sponsors l'avaient abandonné. C'est pourquoi A-Train n'est pas vraiment l'archétype du super-héros comme Flash, mais plutôt celui de l'athlète qui a une peur panique de ne plus être le premier et de devenir un ancien que le système ne veut plus vendre. Mais si Ben Johnson aide à comprendre A-Train en tant que sprinter, une autre figure réelle aide à le comprendre en tant que marque. Il est directement mentionné dans une interview par Eric Ripke. Il s'agit du cycliste Lance Armstrong. Lance Armstrong n'était pas seulement un sportif célèbre et un champion, mais aussi un homme avec une histoire. Il a survécu à un cancer avec des métastases aux poumons et au cerveau, il est revenu dans le sport et ensuite il a remporté le Tour de France 7 fois de suite, devenant presque une légende. Un homme qui a d'abord vaincu la mort, puis est revenu et a battu tous les autres. Sur lui reposait une énorme marque, la fondation Livestrong, des contrats publicitaires et l'image d'un homme qui a prouvé que l'impossible était possible. Mais c'est justement pour cela que sa chute a été si stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement du dopage lui-même, le problème était ailleurs.
Sa légende a été promue et défendue pendant des années comme une preuve presque irréprochable de la victoire de l'esprit humain. En 2012, Armstrong a été accusé d'avoir participé à l'un des plus grands systèmes de dopage de l'histoire du sport. Il a été privé de toutes ses récompenses, y compris ses 7 victoires au Tour de France, et a été banni à vie. Tout un culte s'est effondré, et l'aveu lors de l'interview en 2013 n'a plus semblé être un moment de purification, mais a résonné comme un geste tardif d'un homme qui n'a reconnu la vérité qu'après que le mythe se soit déjà complètement effondré. In your opinion, was it humanly possible to win the Tour de France without doping 7 times in a row? Not in my opinion. Mais le plus important ici, c'est que ni Johnson ni Armstrong n'étaient simplement des individus isolés qui ont un jour décidé de tricher. Dans les deux cas, il s'agissait d'un système bien plus vaste. Après le scandale avec Johnson, il est devenu clair que le dopage dans le sport de haut niveau était presque la norme. Et dans l'histoire d'Armstrong, tout s'est avéré encore plus vaste. L'agence antidopage américaine a conclu qu'autour de lui et de son équipe existait l'un des systèmes de dopage les plus organisés de l'histoire du sport. Dans le même temps, les athlètes eux-mêmes en tiraient des avantages très concrets. Victoire, argent, contrat et le droit de rester au sommet. C'est précisément ici que l'analogie avec A-Train devient particulièrement évidente. Parce que A-Train comprenait lui aussi parfaitement dans quel monde il vivait. Il savait que les super-héros enfreignaient la loi et que des innocents mouraient. Il savait que Vought couvrait les crimes et étouffait les conséquences. Mais il comprenait aussi autre chose. S'il s'opposait à ce système, il perdrait tout. Nous allons tous tout perdre maintenant. Les voitures, les maisons, les primes. Ce n'est pas un hasard s'il le dit lui-même dans une scène. Eh bien, on ne peut pas, putain, lutter contre le fric. Il vaut aussi la peine d'aborder séparément l'argent dans le sport. Parce que tout le monde semble comprendre que l'argent y est énorme, mais tout le monde ne saisit pas vraiment son ampleur réelle. Je pense que ce n'est un secret pour personne que, depuis longtemps, le sport n'est plus seulement un triomphe de la force, du caractère et de l'esprit de champion. Mais c'est aussi une partie d'une grande machine commerciale, où l'athlète est transformé non seulement en champion, mais aussi en produit, en symbole, en outil de vente. Par exemple, rien qu'en Europe, les marques dépensent plus de 35 milliards de dollars par an en sponsoring sportif. Et il ne s'agit pas simplement d'affiches avec des champions ou de publicités classiques, mais de ce qu'on appelle la création de la demande. C'est-à-dire littéralement de susciter chez vous le désir d'être associé à la marque. Rien qu'Adidas, en 2025, a dépensé environ 2,9 milliards d'euros dans ce domaine. Mais sans doute c'est Nike qui est allé le plus loin dans ce domaine, ayant dépensé la même année 2025 4,7 milliards de dollars pour créer la demande autour de sa marque. Si vous avez besoin d'un exemple concret de la façon dont cela fonctionne, vous pouvez vous rappeler du film Air, le grand saut de Ben Affleck avec Matt Damon. Et de quoi parle ce film ? Il s'agit de la façon dont Nike conclut un accord décisif avec Michael Jordan et crée en fait la marque Air Jordan. J'ai besoin des meilleures chaussures de basket au monde. Qui est le joueur ? Michael Jordan. Rien qu'en 2025, le nom de Jordan a rapporté à Nike 7,27 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Le sportif n'est souvent pas seulement l'image publicitaire, mais aussi impliqué dans la production. Par exemple, Nike fait tester ses produits estartés par les athlètes dès le développement. Si vous voulez un autre exemple, en 2025, le joueur de baseball Shohei Ohtani devait gagner environ 100 millions de dollars grâce à la publicité, alors que son salaire en club n'était que de 2 millions. Ce qui est le plus intéressant, c'est que la majorité des consommateurs de ces produits sont en réalité très éloignés du sport. Selon l'Associated Press, environ 60% des acheteurs de boissons sportives ne sont pas des sportifs. Autrement dit, on ne vend pas simplement de l'eau, du tissu ou des chaussures aux gens. On leur vend le sentiment d'être associé à un gagnant. C'est pourquoi la ligne de boissons et de produits dérivés d'Atrin n'est même plus une satire, mais plutôt un reflet assez précis de la réalité contemporaine du sport de haut niveau. Boisson énergisante de Strela Turbo Rush. C'est précisément pour cela qu'Atrin s'accroche désespérément à sa place. Il protège non seulement sa carrière, mais aussi sa propre valeur marchande.
Nous avons déjà évoqué le dopage, le sport et l'argent. Mais il est important de ne pas oublier que l'arc d'Atrein est aussi une histoire personnelle. Et il est important de comprendre pourquoi une personne qui, dès le début, semblait être un rouage parfait du système vote, commence à un moment donné à aller dans une autre direction et à mettre sa propre position en danger. Comme je l'ai déjà dit, la première véritable fissure importante pour Atrein n'a même pas été le meurtre de Robin, mais la mort de Popclaw, sa propre petite amie. Et c'est une mort à laquelle il a lui-même été directement impliqué. La mort de Robin au début de la série ne l'a probablement pas vraiment touché. Pour lui, elle n'était qu'une personne quelconque, une victime abstraite. Mais avec Popclaw, c'était différent. Ce n'était plus un passant sans visage, mais une personne à laquelle il tenait vraiment. Et la série le souligne à plusieurs reprises. Elle aussi avait un nom, Charlotte, et c'était la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Il y a même un moment où Atrein explique lui-même ce qui l'a vraiment attiré chez elle. Voilà une personne qui n'a pas peur d'être heureuse. Et c'est un détail important, car son thème principal refait surface ici. La peur de tout perdre, la peur des conséquences, la peur de Homelander et la peur d'être exclu du système. Tout cela détermine son comportement et le conduit progressivement à une crise d'identité. Ce n'est pas un hasard si son aveu public devant Hughie, où il admet avoir tué Popclaw, coïncide presque avec sa crise cardiaque. Et la crise cardiaque le pousse à une prise de conscience encore plus douloureuse. Pour la société, il n'est qu'une ressource jetable. Tant qu'il est temps le plus rapide, il est utile, mais dès qu'il ralentira, il sera soit remplacé, soit simplement jeté. En d'autres termes, Atrein commence à comprendre que le système pour lequel il a trahi et brisé les autres peut faire exactement la même chose avec lui. Et quelque chose de similaire se produit effectivement un peu plus tard. C'est précisément cette crise d'identité qui pousse progressivement Atrein à se demander s'il est encore capable de faire quelque chose de bien, sans quitter le système, mais en restant à l'intérieur de celui-ci. C'est pourquoi il s'accroche à la question de la défense des droits des Afro-Américains. Je suis un homme fier, fort et noir. Mais quand il va voir son frère Nathan, celui-ci lui dit clairement que le problème ne vient pas d'une injustice abstraite, mais d'une personne bien concrète de leur propre univers, Vought. Il s'agit de Faucon Bleu, un raciste assumé qui cause un tort bien réel à leur communauté, allant même jusqu'à provoquer des morts. Il maltraite les Noirs à Trenton, et Vought en est responsable. Atrein essaie d'influencer Faucon Bleu, mais tout ce qu'il obtient au final, c'est des excuses forcées et formelles. Tu pourrais par exemple t'excuser ? Alors dis-moi où et quand. Et même ça finit par tourner à la catastrophe. Lors de la rencontre, Yastreb perd à nouveau le contrôle et inflige une grave blessure à Nathan, qui se retrouve ensuite partiellement paralysé. Ensuite, Atrein tente en vain d'obtenir justice. Il demande, appelle à la justice, puis exige, mais il se heurte à nouveau à l'impuissance. À un moment donné, il décide de régler lui-même ses comptes avec Yastrebé. Et tout cela se termine finalement par une autre crise cardiaque. Tu pensais que tu t'en tirerais comme ça ? Pas cette fois. Et quand il se réveille à l'hôpital, il apprend qu'on lui a transplanté le cœur de Yastreb. Ce qui est très ironique, à un homme qui essayait de parler au nom de la communauté noire, on transplante le cœur d'un raciste blanc. Ce moment paraît presque cruellement symbolique, mais même après cela, rien ne devient plus simple. La relation avec son frère se détériore encore plus, car Nathan ne voulait pas de vengeance, il voulait précisément la justice et une punition selon la loi. Peu à peu, Atrein commence à comprendre à quel point il s'est lui-même enlisé dans le déni. C'est précisément ce que Nathan lui fait remarquer dans l'une des scènes. Ce n'est pas si simple, comprends-le. Non, c'est simple. Tous tes exploits, c'est du pipeau. Au final, Atrein en arrive à une conclusion désagréable. Il ne peut pas changer le système. Et alors, il commence à aider le camp opposé. Peut-être pour la première fois de sa vie, il agit non pour en tirer profit, mais parce qu'il ne peut plus faire autrement. Par exemple, il sauve MM. Plus tard, il aide Hughie. Et après l'un de ses actes, il avoue lui-même qu'il s'est senti héros pour la première fois. Pour la première fois de ma vie, je ne me détestais pas.
À ce stade, on pourrait penser que nous assistons à un arc classique de rédemption. Il me semble que tout cela est plus complexe. A-Train change non pas parce qu'il devient soudainement un homme noble, mais parce que la peur de perdre sa position et d'être exclu du système, la peur de Homelander, finit par devenir moins forte que le sentiment de culpabilité. Au final, tout cela mène à une confrontation ouverte avec Homelander. Et c'est précisément ici qu'A-Train vit le moment le plus important de toute son histoire. Pour la première fois depuis longtemps, il cesse d'avoir peur. Et c'est ça que je redoutais. Pour la première fois, il regarde en face l'homme devant lequel il s'est toujours écrasé auparavant, et il lui dit tout ce qu'il pense vraiment de lui. Un moins que rien en collant bariolé, un pleurnichard minable couvert de pisse. Et c'est sans doute là que réside son véritable tournant. Ni dans une belle rédemption, ni dans un acte héroïque, mais dans le fait qu'un homme qui a été dirigé par la peur si longtemps, finit enfin par vaincre cette peur. La vidéo sur A-Train n'est pas la seule analyse de la série The Boys sur cette chaîne. J'ai déjà toute une série de vidéos sur cet univers. Et bien sûr, je laisserai les liens vers celle-ci dans la description. Mais il reste encore pas mal de personnages dans la série que je n'ai pas encore abordés. Donc, si vous voulez une suite, vous pouvez soutenir la chaîne de la manière qui vous convient le mieux. Nous avons Boosty, Patreon, où vous pouvez simplement mettre un like, écrire un commentaire et regarder autre chose sur la page principale de la chaîne.